Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des squares du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle parenthèse scientifique. Premier épisode de la seconde saison du rendez-vous de la Fondation Rovaltin avec une nouvelle formule que nous présentera Delphine Delaunay, sa directrice, tout à l'heure. Car oui, vous avez bien entendu que ce n'est pas la voix de Delphine. Sylvie et Karina prennent le micro pour cette première de la saison et spéciale fête de la science autour du changement climatique. On inverse les rôles et l'équipe de la Fondation devient invitée de sa propre émission. Alors bonjour quand même à Delphine, Mathilde, Manon, Damien et Karina donc. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Vous reprendrez bien un peu de science? Mathilde, quel est le sommet donc de ce premier épisode de la saison 2 de la parenthèse scientifique ? Eh bien Sylvie, nous allons là vous présenter la nouvelle formule de notre rendez-vous radiophonique donc. Puis nous plierons au jeu de l'interview. Donc ensuite, il sera temps de l'anecdote de Manon, un peu plus tard, sur une émission particulièrement locale puisqu'elle va nous parler d'un endroit dans la Drôme. Puis nous finirons avec les rendez-vous à venir de la Fondation et de la Fête de la Science, bien sûr, qui aura lieu le 15 octobre. Vous reprendrez bien un peu de science ? Alors, cette fête de la science, elle va se dérouler du 7 au 17 octobre en France. Et le 15 octobre, il y aura le village des sciences sur Valence. Et du 10 au 27 novembre à l'international et en Outre-mer. Et le changement climatique, c'est la thématique fil rouge de cette édition 2022 avec de nombreuses rencontres, animations, spectacles, expériences, débats et j'en passe. Le changement climatique, c'est un peu une vaste nébuleuse dans laquelle on met un peu tout et ce sera peut-être bien l'occasion de faire le point. Et en ce qui concerne la Fondation Rovaltin, on va voir comment vos activités sont en lien avec ce sujet. Et Delphine, tu es donc, je disais, la directrice. Peut-être que tu peux nous recontextualiser un petit peu le rôle et les activités de la Fondation. Oui, merci Sylvie. Alors, la Fondation Rovaltin, notre mission principale, c'est de préserver la santé des écosystèmes et la santé humaine en s'appuyant sur la recherche scientifique. Donc, les missions de la Fondation, elles sont divisées en 3 pôles principaux. La première, c'est la sensibilisation, communication vers le grand public. Donc, nous, à la Fondation, on travaille avec des chercheurs, beaucoup. Et l'idée pour nous, c'est d'aller retranscrire du mieux que l'on peut les travaux de ces chercheurs vers les citoyens, le grand public, en restant le plus possible rigoureux, c'est-à-dire en évitant les effets d'annonce et en essayant d'expliquer ce qui se passe exactement, notamment au niveau des écosystèmes. Là, on parle du changement climatique, donc notamment au niveau du changement climatique, et que ces systèmes sont complexes et qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on s'intéresse à ça. Ensuite, on a un deuxième pôle, qui est lui le pôle de soutien à la recherche vraiment au niveau des réseaux. Donc, on travaille beaucoup avec les chercheurs qui forment des réseaux thématiques. Là, tu parles de changement climatique, mais par exemple, on va avoir des réseaux qui vont travailler sur la santé des écosystèmes. Nous, on a un réseau qui travaille sur l'étude des pollutions sur les écosystèmes, en utilisant notamment les microbes. Donc là, on parle de bioremédiation, par exemple, de méthanisation, dont on parle beaucoup en ce moment, en termes d'énergie nouvelle, par exemple. Donc on va avoir ça. On a aussi microplastique et océan. Donc ça, c'est Damien qui fait beaucoup ça, qui interagit avec les chercheurs dans les réseaux. Et on les soutient, on les aide à organiser leurs événements scientifiques, mais on les aide aussi à organiser tout ce qui va être transmission vers le grand public. Donc ça, c'est un autre pôle des missions de la Fondation. Et puis le troisième pôle, qui est un pôle aussi important pour nous, c'est vraiment le soutien à la recherche. Et là-dessus, on lance des appels à projets tous les ans où on finance la recherche. Donc, on finance des projets de recherche avec des thématiques qui changent et qui varient en fonction de l'année. On a eu santé humaine, par exemple, action des polluants sur la santé humaine il y a 2 ans. Cette année, on a l'effet des facteurs environnementaux sur la santé humaine et la santé des écosystèmes en rapport avec le congrès qui aura lieu sur Valence à fin novembre. Donc voilà, donc on a tout ça. Et puis, si on parle vraiment du changement climatique,
Pour 2023-2025, on a mis en place à la Fondation une grande action de soutien à la recherche qui va couvrir 6 grands domaines d'action. On aura protection de la biodiversité, on aura préservation de la santé humaine, on aura rééquilibré le cycle du carbone, les problématiques de l'eau et l'innovation thérapeutique en faveur de l'environnement. Voilà, ces 6 grands domaines qu'on veut financer à travers 17 thématiques, et c'est ça aussi l'action de la Fondation. Programme riche, s'il en est. Programme riche. Et puis, quand on parle de réchauffement climatique, tu as parlé beaucoup de pollution aussi. Oui. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même des transversalités entre tout ce dont on parle. Peut-être Manon, Damien, ou Damien, on a entendu parler de spécialistes de pollution. Plastique, par exemple. Alors, Delphine disait qu'on finançait des projets, qu'on soutenait la recherche. Et en fait, depuis 2 ans, on soutient vraiment des projets qui sont en lien à la fois avec le changement climatique et les pollutions. On soutient par exemple des projets plutôt marins avec des soutiens à des équipes de recherche de l'IFREMER sur les effets du changement climatique, donc acidification des océans, changement de température, donc augmentation de température, et comment ces facteurs en fait, de stress dus au changement climatique vont augmenter ou moduler la toxicité de certains polluants, comme les microplastiques, mais aussi des polluants émergents, des pharmaceutiques par exemple. Oui, on a aussi, par exemple, la résistance aux antibiotiques. Ça, c'est un projet qu'on a financé cette année avec une jeune chercheuse du LIEC et qui regarde en fait la transmission, le transfert de gènes de résistance aux antibiotiques entre les bactéries sous un contexte de réchauffement climatique. Donc, on a effectivement beaucoup de problématiques de ce type-là. Et du coup, est-ce que ça a tendance à se transmettre plus ou moins ? Comment l'impact du réchauffement climatique Alors ça, c'est une bonne question et c'est justement la raison pour laquelle on a besoin de beaucoup de recherches et ça, Damien pourra répondre aussi, mais parce que c'est très variable et pour l'instant, il y a des choses qu'on sait, notamment sur la concentration de certains polluants, mais on a besoin de connaissances. Et effectivement, la transmission a l'air d'être augmentée sous l'effet du réchauffement, en tout cas d'une température supérieure, mais c'est pas toujours le cas. En fait. Et en fait, ces effets combinés, changement climatique et pollution, on connaît très peu de choses pour l'instant. Après, il y a quand même des faits qu'on connaît. Par exemple, en termes de pollution de l'air, une augmentation de la température va augmenter la volatilité et donc la disponibilité pour l'absorption par les êtres humains de certains polluants. Donc, c'est les composés organiques volatiles, par exemple. Donc le réchauffement climatique a un lien en fait avec énormément de choses qu'on n'imagine pas forcément. Et sur cette question des antibiotiques, j'y reviens, mais ça m'intrigue. Comment ça se fait que ça puisse avoir un impact ? Parce qu'en fait, ils étudient le transfert pas grâce, mais en tout cas par l'intermédiaire des nanoparticules. Donc, ils se sont rendus compte en fait que les nanoparticules qui étaient présentes dans l'environnement augmentaient déjà le transfert de gènes de résistance aux antibiotiques entre les bactéries. Et donc là, on est dans un système où on va regarder à la fois l'effet des nanoparticules et aussi l'effet d'une élévation de température. Voilà, il faut savoir qu'une élévation de température, c'est ce qu'on disait aussi il n'y a pas très longtemps à la Fondation, c'est que quand on travaille au laboratoire, on va travailler avec des transferts, donc c'est-à-dire des fusions de membranes. On va travailler aussi avec des enzymes les enzymes travaillent à une température donnée et si on les change de température, soit la réaction va plus vite, soit la réaction va moins vite si on la met au froid. Donc par exemple, on a un peu le même genre de système pour la fusion des membranes. Quand on augmente la température, on va avoir parfois des fusions qui sont plus rapides. Voilà. Pour la résistance aux antibiotiques. Mais il faut rester, et on le dira aussi à la fête de la science, qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et que ce n'est pas toujours le cas pour certains polluants. Par contre, l'effet d'une élévation de température est plutôt bénéfique, c'est-à-dire va augmenter le temps de dégradation et donc on aura moins de polluants dans l'environnement. Oui, c'est ça, globalement, en fait, le changement climatique a un impact qui peut être positif ou qui peut être négatif en fonction de... C'est surtout la chaleur qui peut avoir différents effets, j'ai l'impression. Alors, il y a la chaleur et le pH. Après, je dirais pas effet positif, mais... C'est plutôt ça. En fait, on en trouve peu. Si les polluants se dégradent plus vite, en fait, ça module. En fait, en gros, la température et le pH, ça va jouer sur la disponibilité des polluants. Ça va aussi jouer sur leur toxicité, à savoir comment il est absorbé par l'organisme, que ce soit des poissons, des êtres humains. Et ça va aussi moduler la toxicité. Et là, on sait peu de choses. On sait sur certains polluants, dans certains cas précis. Mais il y a encore beaucoup d'études en cours et c'est pour ça que nous, depuis 2 ans, on finance ces projets pour avoir ces résultats sur les effets combinés. Et peut-être pour amener une sorte de contexte aux auditeurs et aux auditrices, on en est où en termes de réchauffement climatique en ce moment ?
Parce que... Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de prévisions pour le futur. Est-ce que vous avez un peu des données pour juste avoir une idée de la situation ? Tu veux dire par rapport au GIEC, par rapport aux projections du GIEC ? Oui. Non, il est un peu trop tôt, on n'est pas sur une tendance minimum, on va dire, en termes de scénario. Ça veut dire quoi, ça ? On n'est pas sur une tendance minimum ? Je pense qu'on peut... on est plutôt... si on continue comme ça, on va dans le mur. Après... je pense qu'il est un peu trop tôt par rapport au rapport pour dire sur quel scénario on est. Mais c'est pas le moins pire des scénarios. C'est le pire ? Je sais pas le dire. Il a dit c'est le moins pire. D'accord. C'est pas le moins pire. C'est pas le moins pire, pardon. Pour continuer sur ces transversalités, Manon, toi, tu as accompagné tout un travail autour des sols, et je voulais savoir si là aussi, vous avez pu constater des effets du changement climatique, du réchauffement climatique sur les sols, quand tu as fait cette belle étude. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de données. Quand on veut voir l'impact du changement climatique, il faut pouvoir avoir des données qui datent d'il y a 50 ans, ce qui n'est pas du tout le cas, c'était très neuf. Par contre, les données qu'on avait eues au niveau des sols, c'est qu'il y avait quand même pas mal de polluants qui étaient restés, qui étaient interdits depuis plus de 50 ans, en fait. Donc, c'est surtout dans des endroits où on ne s'attendait pas vraiment à les trouver, c'est-à-dire pas les endroits où c'était aux abords des champs, mais presque plus intramuros. Voilà, donc il y a beaucoup de questions qui se posent et on pourrait revenir dans quelques années au niveau de ces jardins pour voir est-ce qu'il y a une dégradation de ces polluants ou pas. Voilà, mais bon, on n'en avait pas eu beaucoup, hein, c'est pas non plus un échantillon très important. Entre le textile, le charbon, les murs de briques et les mines, les cités minières, le ciel gris, les usines, les courées, les pavés, les terris, les crachins, le chicon, la grisaille, le brouillard et la Jeanlin. J'y suis né, j'y erré, j'en ai fait tous les recoins, des plages de Dunkerque jusqu'au bistrot de Tourcoing. L'enfer du Nord, ces routes, ces trottoirs de pavés sur mon mountain bike. J'ai roulé, à grands bas des grands bergers, ruminé, rêvassé. Les semelles de mes Nike, je les ai usées. Quand la pluie froide vient te glacer le front, te geler les larmes et te tremper le caleçon. C'est le stress, l'angoisse au rythme des saisons. 65 jours de soleil et 300 jours de dépression. À part ça, tout va bien. Chez moi dans le Nord, c'était juste 16 mesures pour te planter le décor. Je suis un îlot, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Je suis un îlot, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Une équipe de foot supportée par les skins, des élus avec des promesses à 2 centimes, une police nationale qui nous prennent pour des cobayes, police municipale qui se prennent pour des cow-boys, contrôle abusif, expulsion des sans-papiers, HLM insalubre où règne la précarité, Lille, le fief, le pays des socialos, la gauche caviar, discriminante et démago, dans nos murs comme l'amiante, invisible et dangereuse, franc-maçonne, vicieuse, paternaliste et mafieuse, ça se la raconte intègre, authentique et populaire, et à chaque mandat, ils nous la font à l'envers. Je sais pas si les Lillois ont de la merde dans les yeux, vu le ramassis de merde qui nous foutent dans les urnes. Il serait temps de mettre un coup de pompe dans cette fourmilière, du poison, quelques pièges, quelques souricières. Je suis un îlot, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Je suis un îlot, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Live by night, c'est pathétique à voir. À la sortie des pubs, ça dégueule sur les trottoirs. Toxico, pique du zen dans les halls de gare. Et ça refoule les bronzés à l'entrée des bars. Je veux pas te faire l'apologie, mon code postal, le fier cul ou le chauvin à 2 balles. Dans ce pays on me rappelle que je suis pas chez moi ici. J'ai mes repères, ma famille, c'est déjà ça. Alors je fais avec ce que j'ai, même si ça me fait chier. Loin de me complaire ou d'accepter la fatalité, j'ai choisi d'ouvrir ma gueule, militer en chroniquant. Peut-être que je brasse du vent mais ça me fait passer le temps. J'en place une pour les bras d'eux et les petits pouchins, une pour HK. Mon gros rogin très très loin, des décors paradisiaques. Mais finalement, qu'est-ce qu'on est bien à ce baraque. Un îlot, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr.
Achti à Chabert, un bourrin, un prolo, et alors, un vrai de schnorr. Achti à Chabert, un bourrin, un prolo, et alors, un vrai de schnorr. Je suis un Lilo, un vrai mon salaud. Achti à Chabert, un bourrin, un prolo, et alors, un vrai de schnorr. On a parlé de la fête de la science et de l'action particulière que vous allez faire dans ce cadre-là. Je crois que Karina, tu es allée creuser un petit peu sur cette action. Mais c'est un peu lié à la discussion qu'on vient d'avoir. En fait, si j'ai bien compris, c'est un atelier pour les enfants, à la Tour Maubourg, le 15 octobre. Pour tous. Non, pour tous. Ah, c'est à partir de 10 ans. Voilà. Et qui a pour but de faire comprendre aux différentes personnes qui participeront le lien entre réchauffement climatique et pollution, un peu comme on en parlait. Déjà, là, le but, c'est de faire comprendre ce que c'est le réchauffement climatique. Donc, on a une première voix qui va expliquer ce que c'est et les conséquences, parce qu'elles sont assez nombreuses. Nous, on est assez centré quand même sur l'océan, parce qu'on a pas mal travaillé dessus. Une autre voix qui permet de comprendre ce que c'est la pollution et les impacts qu'elle a actuellement. Et on va essayer de croiser ces deux voix en disant « Ah, mais si on combine ces deux facteurs-là, ça va donner quoi ?» Et comme on l'a dit précédemment, on ne le sait pas. On ne sait pas encore ce qui va se passer. C'est de la recherche actuelle, on n'a pas de réponse. Et c'est assez frustrant de dire on ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut se rendre compte vraiment qu'il y a besoin de continuer la recherche là-dedans. Et on a quelques petits éléments avec quelques chercheurs qui vont être présentés. C'est un atelier ludique avec un criminel qui s'appelle Monsieur Paul Hussion et une enquête autour de lui. Oui, Manon vient très bien de l'expliquer. En fait, le criminel pollution, on va du coup expliquer tous ces crimes, les causes et les conséquences de son existence. Pareil pour son comparse pollution. Et en fait, l'idée, c'est ensuite de mettre les visiteurs en situation d'enquête, en fait, face à une espèce de carte. Alors, on va pas tout dévoiler, mais il va y avoir une animation de situation, disons, où il va y avoir du visuel et il va falloir retrouver les causes et les conséquences de tel phénomène. Mathilde, toi, tu es responsable de la communication et on sait combien c'est important aujourd'hui de faire un vrai travail de vulgarisation intelligent et puis d'ouvrir à tout le monde, de vraiment de permettre à chacun et à chacune de se sentir concerné parce qu'on est un petit peu loin. Alors, il va y avoir effectivement cette animation, donc c'est le 15, je dis pas de bêtises, c'est le samedi 15, c'est sur le Village des Sciences, pendant le Village des Sciences, à la Tour Maubourg. Mais c'est aussi, par exemple, l'importance d'une soirée que vous avez fait le 28 septembre au navire avec une thématique, les conséquences du dégel des sols gelés en Arctique. Comment toi tu as travaillé donc du coup en tant que passeuse finalement? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Comme le disait Delphine, en fait, la passation entre guillemets du savoir, c'est vraiment une mission centrale à la Fondation. Et puis on voit bien qu'en fait, c'est pris de façon positive à la fois par les émetteurs de messages, c'est-à-dire les scientifiques eux-mêmes, et les récepteurs, c'est-à-dire le grand public. Il y a vraiment un travail de fond à faire là-dessus, et c'est le premier kilomètre du marathon, en fait. Il faut que tout le monde comprenne les tenants et les aboutissants des problématiques, et même on s'en rend compte au Village des Sciences l'année dernière, on s'en est rendu compte, les gens apprennent des choses, ils sont nourris, ébahis et des fois surpris. Donc il y a vraiment un grand travail de fond là-dessus. Et comment j'essaye de travailler là-dessus ? J'essaye parce que c'est pas toujours facile de faire se comprendre ces deux mondes qu'on peut croire distincts, mais qui ont besoin de se parler et d'échanger de plus en plus, tout à fait. C'est dans les deux sens aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on veut dynamiser les tables rondes, les conférences à la Fondation. Et effectivement, tu parlais de cette conférence du 28. Donc si vous n'avez pas eu la chance d'y assister, il a été question de permafrost. Ça, c'est le terme anglais, sinon c'est pergélisol. Donc le sol, c'est un joli mot, je trouve. Oui, c'est pas mal, c'est poétique. Donc le sol, c'est plutôt Manon, mais en gros, il s'agit de sols qui sont gelés en permanence, donc principalement en Arctique, et dans lequel il est renfermé une certaine quantité de CO2
qui est menacé donc de se libérer, enfin qui menace de se libérer avec le réchauffement climatique. On peut imaginer une fonte et donc là un relargage de gaz en fait massif et puis d'éléments pathogènes aussi en bonus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors peut-être, tu disais Manon, qui est peut-être plus spécialiste de la chose, parce que tu parles de CO2, mais il n'y a pas que ça. On ne sait pas trop en fait ce qu'il y a dedans. Dans ce pergisol. Alors, c'est un sol quand même qui est composé de sable, humus, feuilles, roches, etc. Mais alors je ne sais pas si on peut dire qu'on ne connaît pas trop. Là, je ne voudrais pas m'avancer les éléments là-dessus. pathogènes qui peut y avoir, par contre, voilà, en fait, c'est plein de virus et de bactéries. C'est ça. Donc le problème que je vois grâce à mes études, c'est surtout que c'est une énorme masse en fait de matière organique notamment qui est complètement gelée, donc qui n'est pas en action. Les éléments vivants qui sont à l'intérieur ne fonctionnent pas ou très peu. Et en réchauffant, du coup, ça veut dire que toutes les bactéries qui se retrouvent à une température idéale vont commencer à se mettre à se réveiller, donc à faire un travail normal de sol, et c'est elles qui vont libérer du CO2 en fait en fonctionnant. Elles vont remettre en marche la machine. Donc on va libérer énormément de CO2 par l'action de ces bactéries, mais aussi toutes ces bactéries et tous ces virus qui sont contenus depuis sûrement la dernière phase avant la glaciation, parce qu'il n'y a pas eu toujours des glaces au pôle. Je pense qu'il faut penser à ça. Il y a eu des moments où il n'y avait aucune glace, ni sur les montagnes, ni au pôle. Et voilà, donc lié à une autre atmosphère et à un autre contexte. Sans humain d'ailleurs. Donc voilà. Donc, ça c'est la question sous-jacente quand même de tout ça. Voilà, donc il y a des points d'interrogation. C'est pour ça qu'il y a de la recherche toujours. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. On essaye de déterminer, mais surprise. Et une des conséquences du travail que vous faites de sensibilisation, c'est que comme les gens sont confrontés à la réalité du changement climatique, entre autres, ça crée de l'éco-anxiété chez beaucoup de monde dans la population. Est-ce que vous, c'est un sujet qui vous fait réfléchir, de vous demander comment axer votre message, comment transmettre les choses pour pas que les personnes se retrouvent coincées dans cette éco-anxiété, ou pour leur proposer des pistes d'action ou différentes choses ? C'est un peu la question à la Fondation. Je sais pas, je pense qu'on a plusieurs pistes. Alors c'est vrai que nous, on veut faire parler les chercheurs. Donc eux, ils peuvent avoir des solutions, etc. C'est souvent des lanceurs d'alerte. Moi, ce que je trouve toujours intéressant, mais là je m'exprime en tant que chargée de projet, c'est de faire aussi découvrir la science et toutes les connaissances qu'on peut avoir, qui sont de toute façon géniales. Après, le problème, c'est que comme on est un peu en train de détruire tout cet écosystème, c'est un peu malheureux. Mais il y a toute une phase de découverte qui est assez intéressante. Et après, pour les solutions et l'éco-anxiété, ouais. Et peut-être que ça peut pousser à un réveil politique aussi des gens et les pousser ensuite c'est donner des clés. Vouloir agir aussi à ce niveau-là. On leur donne des clés pour leur choix politique par rapport aux politiques qui en parlent, par exemple. Enfin, c'est donner des clés de compréhension et de savoir, je pense. Oui, c'est un peu l'idée. Je pense que cette idée-là, c'est vraiment que les gens puissent ensuite faire des choix en conscience et aussi en toute connaissance. Et c'est un peu ça l'idée aussi de ces conférences-là, c'est-à-dire de leur expliquer un peu les choses, comment ça se passe, mais de la même façon que nous, on écoute des conférences sur de la musique ou autre chose. Finalement, la compréhension de comment les choses se passent et surtout de ce qui se passe exactement. Et l'idée aussi de dire, ça, par exemple, on le sait, on l'a expérimenté, ça se passe comme ça, et puis ça, par contre, on ne le sait pas. Et surtout, l'idée aussi de dire, ça se passe pas partout pareil. C'est-à-dire, il faut bien connaître aussi localement pour ensuite bien gérer. Donc tout ça, c'est important aussi pour nous. Et je pense que les gens, en tout cas, on tire quelque chose là-dessus en termes vraiment de compréhension de comment ça se passe. Et une fois qu'on a l'information, c'est aussi ça, la démocratie. Tu parlais de politique, mais pour nous, ça, c'est important. C'est choisir en conscience avec tous les éléments nécessaires et utiles. On en revient à cette vulgarisation, et c'est vraiment avoir l'information juste, et non pas se baser sur uniquement les réseaux sociaux et une information tronquée, voire dévoyée, qui effectivement parfois génère de l'éco-anxiété.
de façon un peu gratuite. L'éco-anxiété, par contre, je pense que c'est quelque chose. Nous, on a vécu un peu d'éco-anxiété à la Fondation. C'est normal, je pense. Voilà, parce que c'est un poids énorme. Ça, sauver la planète quelque part, quand on y pense, c'est quelque chose d'énorme. Et je crois qu'on s'est dit voilà, nous, on va faire de notre mieux. On le prend petit à petit. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais je reprends ce que tu disais, Sylvie, parce que peut-être Damien voudra faire une remarque. On parle beaucoup des fake news ou des choses un peu flashy qui sont un peu partout dans les journaux. On vous sort une information qui, en fait, quand vous lisez l'article vraiment, c'est pas du tout ça qui est dit. Et ça aussi, c'est important voilà, pour nous d'essayer de remettre les choses à plat et d'expliquer au mieux. On s'aperçoit quand même d'un décalage entre la recherche, les chercheurs et les politiques qui n'ont pas pris la mesure encore du problème. Ça se voit à travers leur discours, par exemple. Donc ça veut dire que les politiques doivent écouter la parenthèse scientifique, entre autres. Karina, tu veux dire quelque chose? Tout à fait. On leur enverra. Il y a aussi dans la science, il y a un aspect aussi fascinant. On découvre à chaque fois de nouvelles choses. Et je me demandais, comme vous avez un peu un aperçu justement de la recherche scientifique, est-ce qu'il y a des choses dernièrement qui vous ont fasciné ou qui vous ont particulièrement intéressé sur cette question du réchauffement climatique? Alors, c'est la question du réchauffement climatique. Ou en lien avec, pas forcément directement peut-être. Je pense qu'on est constamment surpris par les effets. Donc, on en apprend un petit peu tous les jours. Tiens, il y a ça. Et je pense que là, on n'a pas d'exemple en tête parce qu'on nage un peu dedans. Je ne vais pas parler pour mes camarades, mais je suppose qu'on est tous les jours un peu surpris et... je sais pas, étonnée. J'en apprends tous les jours personnellement. Mais Karina, tu veux dire dans ce qui est découvert ou... Oui. Récemment, peut-être pas. Moi, après, je suis toujours surprise par les initiatives. Là, on parlait du local tout à l'heure, les initiatives de personnes qui se mettent ensemble localement pour trouver des solutions plus durables. Là, on parle vraiment du côté pratique, un peu moins du côté science. Mais c'est vrai qu'en termes de science, nous, par exemple, on a financé un projet sur du plastique biodégradable et donc la mise en place d'un kit pour vérifier la biodégradabilité des plastiques qui sont au début biosourcés. Et ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, si vous voulez voir sur le site, Mathilde avait fait des magnifiques vidéos à partir de l'Agence européenne de l'environnement sur la différence entre un plastique qui était biosourcé, qui était biodégradable. Il y a différents types de biodégradabilité. Il y en a qui se biodégradent en quelques semaines et d'autres qui se biodégradent en 100 ans. Donc là, on n'est pas sur la même échelle. Et ça, par exemple, c'est des choses qui nous donnent espoir dans la pratique. Mais je pense qu'il faut aussi voir, et c'est un petit peu ça aussi l'idée de la Fondation, un petit peu plus sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y a des projets de recherche qui nécessitent vraiment du long terme. On est sur du 3, 5, 10 ans. Et voir sur du long terme, c'est important. Et peut-être que c'est là aussi où on a un problème, que ce soit sur... alors, les politiques, évidemment, mais aussi certaines choses qui nous sont demandées, puisqu'ensuite, on fait une analyse, on nous demande un retour, on nous demande vraiment de faire quelque chose de concret, et on fait une évaluation. Et là-dessus, sur 3 ans, donc, qui est le cycle en général, par exemple, d'un mandat, ou pour nous, des projets de recherche, c'est quelque chose de trop court. On a besoin d'investir sur de la recherche à long terme. Certains projets, on a besoin de continuer à les faire tourner, puisque ce sont des études longues, notamment sur les sols, et Manon le sait très bien, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour avoir un résultat solide, pas juste quelque chose comme ça, ou un effet d'annonce, vraiment quelque chose de concret, de rigoureux, de solide. Après, tu parlais des projets de recherche, ou des études de recherche, et nous, on finance des projets qui nous ont aussi plu et impressionnés. Et tout à l'heure, on parlait des microplastiques, il y a ces effets combinés, donc réchauffement, acidité des océans, effet sur les microplastiques. Et on a une équipe de recherche, par exemple, qui travaille main dans la main avec Océanopolis, donc un grand aquarium qui est situé à Brest et qui fait en temps réel un petit peu de la communication, du transfert vers le grand public. Et c'est ce genre de projet aussi qu'on aime bien soutenir, avec un volet, une dimension communication, transfert vers le grand public. Et donc, si on veut être tenu au courant des découvertes scientifiques ou de ce qui se passe un peu dans ce monde-là, on peut vous suivre, j'imagine, sur vos réseaux sociaux. Alors, en fait, on communique en fin de projet, donc ça va pas être en temps réel, à moins d'exceptions, mais en gros, on fait un retour dès que le projet est fini. En général, c'est des projets qui sont des projets donc, pilotes et qui permettent d'aller plus loin après, qui durent 2 ans. Donc là, on va faire des restitutions bientôt, mais on garde un peu la surprise pour l'instant. Et écoutez la parenthèse scientifique aussi.
Manon, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ai juste envie de rajouter quelque chose par rapport à ta notion de découverte, par rapport au réchauffement climatique. Moi, ça me fait juste penser que depuis que je suis arrivée dans cette fondation, alors j'ai fait de la géologie initialement, du coup j'ai dû me former au sol et j'en entends de plus en plus sur l'écotox. En fait, la découverte, c'est tous les jours, parce qu'on n'est pas connaisseur de tout. Alors c'est pas par rapport aux nouvelles découvertes, c'est soi-même redécouvrir en fait des domaines qu'on ne connaît pas et qui sont toujours tellement plus larges que ce qu'on s'était imaginé. Les sols, par exemple, l'écotox, je ne savais même pas ce que ça voulait dire en arrivant. Donc, je trouve ça, en fait, on n'a pas besoin de faire de la recherche actuelle pour être ému par la découverte, pour faire un peu un rappel de la fête de la science d'année dernière qui était l'émotion de la découverte. Je pense qu'on peut être ému tout le temps par rapport à ce qui est déjà là et qu'on ne sait pas et qui nous ouvre de nouveaux horizons. Voilà. Superbe, merci beaucoup. Alors du coup, ça vous permet de découvrir aussi le nouveau format de la parenthèse scientifique qui sera autour d'une interview. Alors là, ils sont 4, mais il et elle sont 4, mais à chaque fois, vous aurez un invité. Et puisque Manon, on t'a entendu, eh bien, on va te laisser la parole maintenant pour ton anecdote. Et oui, on recommence l'année avec une anecdote qui nous emmènera à seulement une petite 50aine de kilomètres d'ici. Le synclinal perché dessous, sa forêt et ses fameux 3 becs reconnaissables de fort loin. Je tenais depuis longtemps à vous parler de lui car, certes, nous le connaissons tous, mais à quel point? Je vous mets d'ailleurs tous au défi de me donner le nom des 3 becs en fin d'anecdote. Premièrement, ce site est remarquable par sa géologie. Un synclinal, cela correspond au creux d'un pli géologique, les plis se formant lorsqu'il y a compression de plaques, comme pour la formation d'une chaîne de montagnes. Et ce bout de pli isolé à Sous est absolument magnifique de l'extérieur et splendide de l'intérieur, en toute objectivité. D'ailleurs, à l'inverse de ses voisines de montagne que sont le Vercors et les Baronnies, la formation du synclinal n'est pas liée à la formation des Alpes, mais d'une chaîne un peu plus lointaine, celle des Pyrénées. Pour les plus perspicaces, vous aurez d'ailleurs peut-être observé que les axes du Vercors et du synclinal dessous ne sont pas du tout dans la même direction, ils sont perpendiculaires. Voilà. Donc le synclinal dessous est la relique la plus nordique de la chaîne pyrénéenne, qu'on peut observer dans le bassin du sud-est, le bassin du Rhône. Est perché car il est tellement érodé sur ses bords qu'il culmine à une altitude supérieure au terrain alentour. Je ne sais pas si c'est clair. Son architecture géologique spéciale lui vaut ainsi d'abriter plusieurs climats. Méditerranéen sur sa face sud, très ensoleillé, climat continental à montagnard à l'intérieur du synclinal et sur la face nord. Et de la proximité de ces différents climats, des espèces généralement éloignées géographiquement cohabitent à Sous, comme la lavande et la gentiane. Un cas d'étude, vous dis-je. Pour terminer, une petite anecdote dans l'anecdote. Inception. Aujourd'hui, l'Auberge des Dauphins héberge la Maison du Parc avec un musée et une collection extrêmement bien expliquée et très esthétique, je suis toujours objective. Ce bâtiment a été construit sous Maurice Buru, un riche industriel alsacien qui avait acheté la forêt de Sous en 1924. Au lieu d'en faire un domaine de chasse comme prévu initialement, il décide d'aménager la forêt pour la protéger et accueillir toutes les catégories sociales pour leurs loisirs. Un restaurant haut de gamme pour les bourgeois, une brasserie pour les travailleurs et des tables de pique-nique pour les familles. Un bel effort de mixité sociale pour l'époque et l'avant-garde du tourisme vert. Bon, c'est frustrant, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, tout en espérant que cela vous donne envie d'y revenir ou d'y venir. Pour les plus curieux, une randonnée est d'ailleurs organisée le dimanche 9 octobre de 9h à 13h sur le Petit Pomerol pour découvrir la géologie sous des couleurs automnales. Vous trouverez les informations sur le site de l'Auberge des Dauphins dans la rubrique événements. Bref, moi, ce pli me laisse sans voix. Et je vous laisse une petite citation de mon invention. Tout dromoise ou dromois qui se respecte doit bien avoir fait les 3 becs, si ses moyens locomoteurs le permettent. Merci à Colin Deforge et Guillaume Emono de l'équipe de l'Auberge des Dauphins pour leurs précieuses informations. Vous en êtes avec avec le nom des 3 becs, c'est bon? J'avais le signal. Le signe. Ah yes. Le signal, ça en fait un. Oui, le Veillou. Et le dernier? Roche courbe. Bravo. Vous reprendrez bien un peu de science? Alors, au programme de ces prochains jours, de ce mois d'octobre, qu'est-ce que vous nous proposez, la Fondation Rovaltin? Alors, on a un programme très riche et très chargé. On va d'ailleurs vous donner la possibilité de revoir la conférence de Antoine Séjourné, justement, sur le pergélisol,
sur notre site, sur Facebook également, et puis sur YouTube. Et on vous donne rendez-vous le 19 octobre prochain pour une nouvelle conférence dont on garde encore le secret. En tout cas, sachez qu'en parallèle, on travaille fort et dur à la Fondation parce qu'on prépare des congrès scientifiques à droite et à gauche. On en a 2 gros nationaux et internationaux en novembre, dont un qui est à Valence, figurez-vous. Et a priori, tout un tas d'événements, notamment un gros anniversaire l'année prochaine, mais ça, c'est encore trop tôt pour en parler. Et pas de conférence à venir là sur octobre. Le prochain rendez-vous, le 19. C'est le 15. C'est aussi le 15 octobre à la fête de la science. Bien sûr. Vous pouvez nous retrouver toute la journée du samedi. On sera sur place. On vous attendra de pied ferme pour enquêter de façon vaillante pour lutter contre la pollution le 15 octobre. Vous savez où vous êtes Vous serez, c'est sur le site de la Tour Maubourg, mais c'est vaste. On est en face, on est côté faculté. Il me semble que nous sommes en salle numéro 8. D'accord. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Non, cette année, c'est open à tous. Voilà, il y aura 2 portes pour accéder à l'atelier. On sera là, on vous attendra dans nos 50 mètres carrés. Super. Merci beaucoup. On finit ce premier épisode donc de la parenthèse scientifique. Karina, on va leur rendre les clés. Parce que... Ça y est, on a fait notre travail. C'est elle et eux qui vont s'y coller cette année. Merci en tous les cas de vous être prêtés au jeu de cette interview. Et puis, vraiment, pensez à la fête de la science le 15 octobre. Allez, il y a plein de choses à découvrir sur le village des sciences. Comme chaque année, c'est passionnant. Et qu'on ait 10 ans ou qu'on en ait 90, forcément, il y a quelque chose à trouver. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin. Ah ça, c'est encore l'esprit du bocal. Qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.